On a souvent cette image en tête. Un pays riche en eau, c'est un pays où il pleut beaucoup. Logique, non? Eh bien, et si je vous disais que c'est bien plus complexe que ça? Que certains pays en plein désert sont des champions de la gestion de l'eau, alors que des pays tropicaux, tout verts, tout luxuriants, ont en fait du mal à fournir de l'eau à tout le monde. Ça change la perspective, hein. Allez, pour bien comprendre ce paradoxe, prenons deux exemples qui sont vraiment parlants. D'un côté, on a le Mozambique. Ce pays a, tenez-vous bien, 3 fois plus de ressources en eau par habitant que la France. On s'attendrait à ce que tout le monde ait de l'eau, et pourtant, à peine plus de la moitié de la population y a accès. Et de l'autre côté, on a Israël, un pays qu'on qualifie de pauvre en eau. Mais là-bas, tout le monde est approvisionné. Alors, comment c'est possible? Qu'est-ce qui explique un tel écart? Pour y voir plus clair, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la façon de mesurer cette fameuse richesse en eau. Parce que, vous allez voir, la méthode la plus évidente n'est pas forcément la plus juste. L'approche la plus instinctive, la plus simple, c'est quoi? C'est de prendre toute l'eau qui se renouvelle chaque année dans un pays, grâce à la pluie principalement, et de diviser ce gros volume par le nombre d'habitants. Bon, c'est un point de départ, c'est une première idée, mais ça ne raconte pas toute l'histoire. Cette méthode, elle a été formalisée par une hydrologue suédoise, Malin Falkenmark. Son indice est devenu une référence. En gros, elle a fixé des seuils. Si on passe sous la barre des 1700 mètres cubes d'eau par personne et par an, on parle de stress hydrique. Et si on tombe sous les 1000, là, c'est carrément la pénurie. Et quand on applique cet indice au monde entier, on voit tout de suite se dessiner une sorte de grande ceinture de la pénurie qui part du Maroc et qui va jusqu'au Pakistan. Mais c'est là que ça devient bizarre. Regardez la Namibie, un pays en grande partie désertique qui, avec ce calcul, apparaît comme riche en eau. Et il y a quelque chose qui cloche. Et voilà, c'est exactement ça. Cet indice, il est parlant. Il donne une première photo. Mais il est discutable. Pourquoi? Parce qu'il oublie un facteur absolument crucial, le facteur humain, notre capacité à agir. Parce qu'en fait, la vraie richesse, ce n'est pas juste d'avoir de l'eau qui tombe du ciel, c'est d'être capable de la mobiliser, c'est-à-dire de la capter, de la stocker, de la transporter là où on en a besoin, au moment où on en a besoin. Et pour ça, il faut des barrages, des canaux, des usines, bref, de la technique, de l'argent, et surtout une volonté politique. C'est justement pour prendre tout ça en compte qu'un autre indicateur a été développé, beaucoup plus fin, l'indice de pauvreté en eau, l'IP. Lui, il ne regarde pas seulement les ressources, il intègre aussi l'accès, l'utilisation, la capacité à gérer cette ressource, pour donner un score global beaucoup plus proche de la réalité du terrain. Et là, attention, quand on regarde la carte du monde avec ce nouvel indice, tout change. D'un coup, les pays développés, même avec peu de pluie, apparaissent bien plus en sécurité. Et à l'inverse, on voit clairement les difficultés de beaucoup de pays africains, qui ont de l'eau, mais qui peinent à la mobiliser. L'exemple d'Israël et du Cameroun est juste parfait pour comprendre. Regardez, leur score IPE final est quasi identique. Mais alors, pour des raisons diamétralement opposées. Israël a très peu de ressources naturelles, mais une capacité technique et financière énorme pour les exploiter. Le Cameroun, c'est tout l'inverse. Plein d'eau, mais peu de moyens et d'infrastructures pour la rendre accessible. C'est ça le vrai paradoxe. Cette fameuse capacité à mobiliser l'eau qui change tout, elle ne sort pas de nulle part. En fait, c'est le fruit d'une très longue histoire, une histoire d'innovation humaine qui ont littéralement façonné nos civilisations. On peut remonter 3000 ans en arrière dans l'ancien empire perse. Là-bas, ils ont inventé le Khanat. C'est un système absolument génial de galeries souterraines qui vont chercher l'eau très loin dans les nappes phréatiques pour irriguer les oasis. Une technologie non seulement ingénieuse, mais aussi durable, pensée pour ne jamais épuiser la source. Maintenant, faisons un bond en avant et changeons complètement d'échelle. Ce chiffre, 162 km3, c'est vertigineux. C'est la capacité de stockage d'un seul et unique barrage, le haut barrage d'Aswan, en Égypte. On est passé de l'élégance durable à la démesure. Toute l'histoire de la maîtrise de l'eau, c'est ça. Une course à l'innovation et au gigantisme. Des aqueducs romains qui étaient déjà des prouesses, aux premiers méga-barrages comme le Hoover Dam dans les années 30, et puis la grande vague de construction de barrages géants après la Seconde Guerre mondiale. Notre capacité à dompter les fleuves est devenue absolument colossale. Bon, on a mobilisé toute cette eau, on a construit des ouvrages gigantesques, mais au final, où va-t-elle? On va maintenant s'attaquer à une autre idée reçue assez tenace. Si on se pose la question, instinctivement, on pense à notre consommation à la maison. Les douches, la vaisselle, le jardin, ou alors on pense aux grandes usines qui tournent à plein régime. Mais est-ce que c'est vraiment ça le plus gros poste de consommation? Eh bien, la réponse est sans appel. L'agriculture, à elle seule, engloutit 69% de toute l'eau que l'on prélève dans le monde. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup plus que l'industrie et que tous nos usages domestiques réunis. Pour que ce soit encore plus concret, il faut parler de l'eau virtuelle, celle qu'on ne voit pas, mais qu'on consomme à travers notre alimentation.
Prenez un simple hamburger. Pour le produire, de A à Z, il a fallu 2400 litres d'eau. C'est l'eau pour faire pousser les céréales mangées par le bœuf, l'eau pour l'abreuver, etc. Finalement, notre plus grand robinet, il est dans notre assiette. Notre ingéniosité nous a donc permis de mobiliser des quantités d'eau absolument phénoménales. Mais cette puissance a une contrepartie. Elle nous place face à un défi immense, peut-être le plus grand de tous. Le problème, c'est que dans certaines régions du globe, on consomme aujourd'hui plus d'eau que ce que la pluie n'en apporte. Comment est-ce possible ? Eh bien, on puise dans des réserves souterraines qu'on appelle l'eau fossile. C'est de l'eau qui s'est accumulée là pendant des milliers d'années, à une autre époque. Le souci, c'est qu'une fois qu'on l'a pompée, elle ne se renouvelle pas. C'est comme un gisement de pétrole. Quand il est vide, il est vide. Et cette situation n'est pas de la science-fiction. C'est déjà la réalité pour des pays comme la Libye, l'Arabie Saoudite ou encore le Pakistan. Ils vivent littéralement à crédit sur leurs ressources en eau. Ils survivent en minant ces précieuses et anciennes réserves. L'exemple le plus fou, le plus spectaculaire de ça, c'est sans doute la grande rivière artificielle en Libye. C'est un projet pharaonique, un réseau de pipelines qui va pomper cette eau fossile au fin fond du désert pour l'amener sur des milliers de kilomètres jusqu'aux villes de la côte. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la plus importante. Notre génie nous a permis de repousser les limites, de faire fleurir le désert. Mais c'est une solution qui a une date d'expiration. Alors que se passera-t-il le jour où cette eau fossile, cette eau du passé, sera épuisée ? C'est ça le grand paradoxe que l'on doit maintenant résoudre pour l'avenir.